De vous accueillir ce soir pour le nouveau cycle de conférences en initiation en histoire de l'art. Donc cette année, le cycle tournera autour de la thématique du dessin. C'est en lien avec le programme du pavillon blanc et sur Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans, qui est le fil conducteur de l'année. Et donc ce cycle de conférences va nous parler du dessin de la préhistoire jusqu'à l'art contemporain en 5 séances, et il est animé par Olga Panela, qui est conférencière et histoire de l'art, et que je laisse se présenter à vous. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. Je suis ravie d'être de retour parmi vous en présentiel, donc on a beaucoup de chance. Je remercie le Pavillon Blanc d'avoir organisé tout cela. Et en plus, aujourd'hui, nous sommes retransmis en live sur YouTube, sur la chaîne du Pavillon Blanc. Et la conférence sera encore visible après. Donc si certaines ou certains d'entre vous s'endorment, il sera possible de rattraper ce que je dis pendant, à tout moment sur votre canapé sur la chaîne YouTube du Pavillon Blanc. Donc je me présente effectivement, je m'appelle Olga Panela et je suis enseignante agrégée d'art plastique. J'ai enseigné au collège l'an dernier à Valence d'Agen et cette année j'enseigne à l'ICID, l'Institut supérieur Couleur Image Design, qui est une antenne de la fac d'art plastique de Toulouse 2 à Montauban. J'enseigne la philosophie de l'art aux licences 1 et je fais un séminaire de création de recherche avec les licences 2, c'est-à-dire on essaye de travailler ensemble les liens entre pratique plastique et théorie, dans une démarche expérimentale. Moi, je suis plutôt spécialisée en art contemporain, donc c'est sûr que pour préparer cette conférence, j'ai dû beaucoup travailler. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de notes et que je vais essayer de me référer beaucoup à mes notes aujourd'hui. Habituellement, et pour les prochaines conférences, ce sera comme ça. J'ai moins de notes, je suis plus vraiment en conversation avec vous, plus mobile dans la salle. Et je prends un petit peu plus de liberté. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai dû quand même m'astreindre beaucoup à faire ce lien avec le support écrit. Ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est que comme on a 3 sites sur lesquels on va travailler aujourd'hui, auxquels on va s'intéresser, que je vous présente un site après l'autre et que peut-être on fasse une petite pause entre chaque site pour que vous puissiez intervenir, poser des questions, peut-être réagir, parce que certaines et certains d'entre vous ont peut-être vu ces sites en vrai, je l'espère, et pourront peut-être aussi nous faire partager des sensations, des réactions, mais aussi des choses que vous savez et que moi je ne sais peut-être pas sur ces lieux. Donc je vous incite vivement vraiment à prendre la parole pour que ce soit un format aussi ludique et interactif. Je pense que vous avez aussi des choses à m'apporter à moi et à apporter à l'audience sur YouTube. En tout cas, c'est sûr que lors du dernier cycle, avant le Covid, on procédait comme ça quand on était en présentiel et c'était très intéressant parce que ça faisait vraiment une co-construction du savoir et en général vous avez aussi vu beaucoup de choses et vous savez beaucoup de choses. Donc c'est très intéressant d'avoir vos retours. Néanmoins, comme on a un petit peu des conditions techniques et que pour que l'audience sur YouTube puisse aussi entendre ce que vous avez à dire, il faut que vous parliez dans le micro. Donc si vous avez une envie de parler, levez la main qu'on vous donne le micro de la salle. Et c'est pour ça que je vous propose de le faire lors des petites pauses entre ces 3 présentations de sites que je vais faire. Je vais essayer de vous parler de choses différentes. On ne va pas uniquement rester axé sur les aspects purement plastiques des œuvres dont on va parler. On va aussi essayer d'élargir la réflexion vraiment plus à de la philosophie de l'art et à de l'esthétique. Et se demander aussi comment les différents scientifiques qui ont observé ces œuvres, qui les ont analysées, qui ont parlé d'elles, ont justement développé des discours différents selon leur contexte historique, selon leur époque, selon leur appartenance, etc. etc. Pour finir peut-être de me présenter, j'ai oublié de parler de cet aspect. Moi je suis en thèse d'art plastique à l'Université du Mirail, à Toulouse 2, et je travaille sur les conditions de création des artistes en friche, donc sur l'art marginal qui se produit dans les interstices urbains, en faisant un parallèle avec le végétal sauvage,
c'est-à-dire que j'analyse les artistes qui produisent en squat et en friche, tout comme on analyserait les mauvaises herbes qui y poussent. Voilà, pour vous donner un petit peu le cadrage de ma personne et la manière dont ma pensée fonctionne un petit peu. Donc vous voyez que je suis quand même plutôt apte à la transdisciplinarité et à la pensée, on va dire, complexe et poétique aussi. Voilà, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on va juste retracer rapidement nos 5 conférences ensemble. Donc la prochaine sera sur le tracé ou la couleur, où on s'intéressera justement à la dualité de binômes d'artistes et à comment ces artistes fonctionnant en duo pourront nous éclairer sur différents points de vue sur le dessin. Fin novembre, nous aurons une conférence sur les croquis inattendus, qui va être très intéressante, je pense aussi, parce qu'elle va nous permettre de découvrir des facettes nouvelles d'artistes et d'auteurs que nous connaissons déjà. En décembre, dessiner une histoire, où nous allons vraiment tendre aussi vers la transdisciplinarité avec des arts du dessin vraiment différents. C'est ça qui est intéressant avec la manière dont est construite ce cycle, c'est qu'on va passer par beaucoup de formes d'art différentes, beaucoup d'époques différentes et de personnes différentes. Et nous finirons en janvier avec la lettre comme écriture, où nous allons vraiment nous intéresser à des choses plus graphiques et qui, moi, vont faire écho aussi à ce que je vois dans l'école de design où j'enseigne avec mes étudiants. Donc j'espère qu'ils vont aussi suivre assidûment ces conférences. Pour commencer, on va refaire un petit placement historique, puisque justement, je vous disais, moi je suis spécialisée dans l'art contemporain, donc plutôt ce qui commencerait à la fin du 19e et qui se finirait aujourd'hui. Donc j'ai dû quand même, pour préparer cette conférence, me remettre un petit peu dans les dates. En plus, ce qui est quand même assez particulier, c'est que ces dates-là sont tellement éloignées de nous que c'est difficilement imaginable, on n'arrive pas à se le représenter simplement, tellement ces chiffres sont immenses. Donc on parle par exemple de moins 40 000, il y a même une date que je vais vous citer qui sera moins 52 000 il me semble, sur une découverte qui a été faite récemment, et on va aller jusqu'à moins 7 000, donc imaginez-vous, on est en 2021, c'est quand même des chiffres qui sont énormes. J'ai mis cette petite frise en introduction et je me suis permise aussi de replacer les 3 lieux sur lesquels nous allons travailler dans le temps pour qu'on puisse voir un petit peu lesquels arrivent en premier, même si cette question de arriver en premier, elle est assez peu pertinente finalement, puisque vous savez bien que l'homme est complexe, qu'il y a eu différentes évolutions de l'homme, de l'homme néandertalien jusqu'à nous. Et que donc c'est pas parce qu'on arrive le premier qu'on est le meilleur ou le plus intéressant, c'est clair. Néanmoins, il faut que vous sachiez que les découvertes scientifiques, archéologiques et les fouilles apportent des nouvelles découvertes vraiment très régulièrement, notamment sur l'art néandertalien qui était jusqu'à il y a quelques années considéré comme inexistant quasiment. Notamment certains auteurs pensaient que le néandertalien était trop peu développé du point de vue cognitif pour pouvoir faire de l'art, et en fait il a été démontré par des fouilles récentes que c'est faux et que que le néandertalien, donc l'homme de Néandertal, avait aussi des capacités créatives, et notamment, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qu'il y a à Bruniquel, donc assez proche de chez nous, avec ces concrétions de stalagmites donc, qui montent, qui ont été cassées et restructurées dans une sorte de forme de cercle par des hommes donc, de Néandertal, puisque c'est daté quand même, je crois, à moins 50 000, dont on ne connaît pas la signification, mais dont on sait qu'il y avait une volonté symbolique, pour ne pas dire artistique, en tout cas une volonté vraiment autre que liée à un besoin primaire de manger, par exemple. Donc tout ça pour vous dire que ce que je vous présente aujourd'hui, les pensées, des auteurs, les découvertes, etc., ce sont des choses qui sont de toute façon régulièrement remises en question, notamment aussi, et je pense que c'est important de le préciser, par rapport à l'ethnocentrisme. Je vais expliquer ce que je veux dire par là. On a souvent l'impression que, alors nous savons de notre culture générale que l'homme est né en Afrique, que c'est le berceau de l'humanité. Néanmoins, il y a très peu de découvertes majeures en termes d'art rupestre et pariétal qui nous indiqueraient
qui a voilà, des grottes connues en Afrique avec des peintures, etc., alors que c'est le berceau de l'humanité. Donc ça semble être un paradoxe. Et on a l'impression que nous, en Europe, surtout en France et en Espagne, on a l'immense chance d'avoir justement tous ces sites incroyables, nous encore plus dans le sud-ouest de la France, avec toutes ces grottes, plus ou moins décorées ou non. Et donc il y a cette impression un petit peu que l'Europe serait supérieure au reste du monde, ce qui est faux. Pour vous prouver cela, la revue Nature, en 2018, donc une revue scientifique renommée, a sorti une étude qui démontre qu'entre moins 40 000 et moins 52 000 avant notre ère, à l'est de Bornéo, donc en Asie du Sud-Est, ont été retrouvées des représentations figuratives anciennes qui sont bien plus vieilles. Du coup, vous pouvez voir dans les dates que j'ai mis là, si ces datations sont entre moins 40 000 et moins 52 000, elles sont bien avant la première ligne là, de ma petite liste avec la fin du Paléolithique, et donc bien plus anciennes que la grotte Chauvet, etc. Donc c'est pour vous dire que voilà, cet article est sorti en 2018, la science continue d'évoluer, et quand vous écoutez des conférenciers comme Jean Clotte, qui est un éminent expert de l'astre en particulier, il est le premier à dire que dans les prochaines années seront très probablement faites de nouvelles découvertes en Afrique sur des grottes ou des abris avec de l'art rupestre. Voilà. Dans le petit guide que vous avez, il y a le déroulé de la conférence image par image pour pouvoir retrouver les images dont je parle et voir un peu où on en est. Et vous avez aussi des références dont je me suis servi pour préparer cette conférence. Et notamment, dans ces références, il y a une conférence de Jean-Claude que j'ai regardée, qui est extrêmement pas assez libre sur YouTube. Et Jean-Claude est très charmant parce qu'il a un accent du sud-ouest à couper au couteau déjà, ce qui est quelque chose d'assez chaleureux et chouette. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a énormément voyagé, qui est allé photographier et analyser des abris et des grottes aux 4 coins du monde. Et il raconte dans cette conférence tous ses voyages et tout ce qu'il a découvert et la manière dont il a fait ses découvertes. Ce que je trouve intéressant parce que souvent la manière dont les archéologues font des fouilles ou découvrent des choses est assez peu connue, en tout cas du grand public et de nous qui ne sommes pas particulièrement experts. Et là, il raconte vraiment ça avec sa voix douce et on est vraiment embarqué dans ses voyages, donc je vous conseille absolument d'écouter cette conférence. Alors, pour se pencher vraiment dans notre positionnement à nous, avec nos 3 sites, vous voyez que j'ai mis en police un petit peu plus grande. Puis nous avons Pêche-Merle, donc dans le Lot. J'imagine que certaines d'entre vous y sont allés, je l'espère en tout cas, et qui pourront nous faire des retours sur leurs expériences. Et ensuite, la vallée conjointe de Foz au Portugal et de Ciega Verde en Espagne. Peut-être que vous connaissez aussi et que vous y êtes aussi allés. Voilà, je passe donc à la prochaine slide en vous proposant d'introduire mon propos avec juste une petite mise au point technique sur les formes d'art que nous allons observer ensemble aujourd'hui. Donc les différentes formes d'art, s'il fallait les résumer pour tout ce qui a trait vraiment au dessin préhistorique, pour le dire de manière un petit peu simplifiée, c'est donc le dessin, la gravure, la peinture et le pochoir. Pour ces formes d'art sont utilisés des outils particuliers, le silex, donc la pierre taillée en pointe, en biseau, des blocs de pigments avec du talc comme liant ou seulement de l'eau. Vous savez que pour faire une couleur, il faut du pigment en poudre et un élément qui va venir lier ces pigments entre eux et les coller à la paroi. Puisque là, nos supports sont de la paroi de pierre pour toutes nos situations ici. Et la manière dont le liant est utilisé va vraiment dépendre des époques et des possibilités vraiment géologiques et locales de matériaux, est-ce qu'il y a de la présence de talc, est-ce qu'il y a beaucoup de pigments, peu de pigments, est-ce qu'il y a... Voilà. Mais en général, les pigments sont simplement reliés avec de l'eau. Je me permets d'insister là-dessus parce que quand on se rend compte de combien d'années ces peintures ou gravures ont résisté dans le temps et sont parvenues jusqu'à nous alors que c'était seulement de la poudre et de l'eau, je trouve que c'est quand même assez magique. Des broyeurs donc pour broyer les pigments et aussi des pinceaux déjà présents alors que c'est
très très loin de nous. Pinceaux sous des formes diverses et variées, aussi tampons. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de marques tamponnées, estampées, etc. Des pochoirs en peau, donc découpés, mais aussi la main qui a servi de pochoir, donc les mains négatives qui sont très connues et dont nous allons aussi pouvoir voir quelques exemplaires. J'ai noté sur la colonne de gauche 4 verbes qui me paraissent intéressants et sur lesquels je pense qu'il faut se pencher un petit peu avant de commencer à regarder nos sites. Donc effectivement, pour ce qui est du dessin et de la peinture, on a les pigments, le fusain avec le charbon, etc. Toutes ces possibilités picturales, elles nous paraissent assez facilement compréhensibles. Mais pour ce qui est de la gravure, qui est aussi une forme de dessin puisque ça produit des lignes, il va y avoir ces 4 actions qui vont être faites. L'incision, le piquetage, le rainurage et le raclage. Alors c'est à peu près la même chose, ces 4 verbes, mais je vais quand même vous faire une toute petite différenciation pour être précise. Le dessin, entre guillemets, préparatoire, se fait avec le piquetage. C'est l'action de simplement par petits à-coups avec un outil, mettre des petits traits, donc légers, sur la surface de la paroi. Et ensuite, après avoir piqueté, on va venir inciser, donc mettre des marques plus profondes pour créer vraiment le dessin, ou bien rainurer, qui ne va pas être une action où on va taper, mais une action où on va frotter, créer une rainure avec aussi le raclage. Rainurage et raclage, c'est à peu près, voilà, on peut dire que c'est la même chose. Voilà pour un petit peu la mise au point technique. Et ce qui est intéressant aussi par rapport à ça, c'est qu'il y a une diversité incroyable de possibilités, de techniques. On va reparler un petit peu de la couleur en fin de conférence si vous voulez bien. J'ai révélé en fait que ces parties manquantes étaient manquantes parce qu'il y avait une combinaison, vraiment un travail. On aura des exemples sous les yeux. Voilà. C'est-à-dire quand on rentre C'est une sensation, voilà. C'est très moderne. C'est très moderne quand on rentre dans la grotte, ça veut dire quoi ça? On voit de l'extérieur, le soleil, c'est le soleil. Pardon. L'extérieur est très moderne. Donc on parle de Chauvet là, hein. De la réplique de Chauvet, ça ressemble à une sorte de grand hall. Voilà. Parce que c'est pas du tout dans une montagne, hein, c'est vraiment une espèce de grand hall dans lequel on rentre et. Voilà, mais c'est vite oublié. Hein, c'est vite oublié à l'intérieur, ok. Oui. Et puis j'ai été prise par le travail des artisans qui ont travaillé dans la grotte. Ça c'est. Et oui. J'ai été prise par ça. Oui, il y a l'air d'y avoir eu quand même une sacrée communauté d'artistes et d'artisans qui ont travaillé sur ce projet donc pendant ces 2 années. Ouais. C'est assez impressionnant quand on voit les documentaires sur YouTube, que je vous conseille d'ailleurs, où on les voit travailler comme ça avec ces espèces de logiciels futuristes qui viennent capter les reliefs de la paroi pour venir vraiment positionner les choses au bon endroit. C'est un travail d'orfèvre, oui. Tout à fait. Il y a une question ici au premier rang. Je peux continuer après. Oui, moi j'ai été à l'ASCO à 4 maintenant, cet été. Là. Alors c'est vrai que c'est un grand bâtiment, hein, voilà, immense, mais quand on rentre, après, bon, c'est magnifique, bon, ce qui est dedans, disons. Alors là, je ne me souviens pas des courants d'air, par contre, je me souviens de la température. Bon, la température, ils ont remis la température de la grotte aussi. Voilà, et après, bon, donc les répliques sont magnifiques aussi. Voilà. Et moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est sur leur site, dans leur description à Chauvet, ils disent aussi qu'ils ont essayé de travailler vraiment l'impression de l'écoute. Et ce côté silence, presque... alors, je ne sais plus comment ils le disent, je crois que je l'ai noté. Ils parlent...
Où est-ce que c'est? Voilà, recréer la spécificité acoustique de la grotte avec du silence pour le recueillement et la concentration. Alors j'ai trouvé ça intéressant qu'ils utilisent le mot recueillement, presque comme dans une église, quoi, ce côté un peu mystique qui vient du coup aussi rejoindre toutes ces théories de chamanisme, etc. Qui sont, voilà, qui en tout cas nous poussent aussi à dire que cette forme d'art, si on veut l'appeler ou on peut l'appeler art, est de toute façon beaucoup plus riche que seulement de la représentation plastique et elle est certainement investie d'énormément de sens différents, avec aussi les sensibilités des hommes de l'époque et des femmes de l'époque, parce que je précise que les femmes peignaient aussi. Il y a eu des découvertes qui ont été faites là-dessus avec des arguments scientifiques très précis, ce qui est quand même intéressant. On continue sur la grotte de Pechmerle dans le Lot. Je vous ai mis cette magnifique carte pour celles et ceux qui ne savent pas où est cette grotte. Donc c'est vraiment au-dessus de nous, pas très loin, à une demi-heure je crois de Cahors. Et cette grotte, elle a été découverte en 1922 par 3 enfants du village lotois de Cabreret. Donc une anecdote quand même intéressante. D'ailleurs, je profite de ça pour vous dire que quand j'ai parlé à une amie que j'allais faire cette conférence, elle m'a conseillé de lire les 2 BD du dessinateur lotois Joël Polomski. Donc ça s'écrit Polomski, qui a donc fait 2 bandes dessinées, je vois que vous hochez la tête, vous les connaissez, sur l'histoire de la découverte de cette grotte, mais aussi sur l'histoire d'un homme de Cro-Magnon qui est figuré dans la BD comme le peintre de la grotte du Pechmerle. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de lire ces bandes dessinées. Je pense que ça peut être intéressant de voir de la bande dessinée, donc du dessin, parler justement d'un autre type de dessin. C'est assez intéressant comme mise en abîme. Oui. Il y a aussi des BD sur les grottes de la Vézère. Il y a aussi des BD sur les grottes de la Vézère qui est aussi dans le Lot ? Qui est en Dordogne. En Dordogne. Voilà. Ok. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance en France d'avoir autant de sites incroyables, et notamment dans les Pyrénées. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire de la grotte où il y a eu cette expédition où ils sont restés 40 jours enfermés. Incroyable ça. J'ai une amie qui est allée aussi voir cette grotte, et il y a une sorte de pièce immense qui est vraiment avec une hauteur de plafond incroyable. Mais il y a, je crois, 98% d'humidité. Enfin, c'est inimaginable d'y passer 40 jours. C'est vraiment passionnant. Donc on va avancer un peu puisque le temps nous presse. Donc la grotte de Pechmerle a eu la gentillesse de nous communiquer ces 2 photos d'une exceptionnelle qualité. Donc j'ai seulement ces 2 photos pour Pechmerle, mais c'est parce que je voulais m'attarder plus longtemps sur celle-ci qui a été évoquée déjà un peu par vous. Donc la première, on va quand même passer dessus. Donc là on est à moins 29 000. Avec aussi une main négative et cette technique de tampon et d'estompage. Et le panneau des chevaux ponctués, que moi je trouve très très intéressant, justement aussi avec cet effort fait de superposition, ces différentes techniques de remplissage, de traçage de traits, de motifs, vraiment avec ce motif de la marque, de la trace laissée par l'estompe. Une volonté de contraste entre la tête du cheval de droite et son corps, etc., etc. Et puis aussi ce côté vraiment de réflexion, et c'est pour ça que pour moi c'est de l'art, vraiment de réflexion sur les différents effets des gestes de l'artiste, sur les différentes possibilités de représentation. Pourquoi il y a un cheval qui a la tête vers la droite et un autre vers la gauche? C'est des questions que de toute façon les artistes se sont posées, qui ont représenté ces chevaux, se sont posées avant de les faire. Donc c'est les mêmes questions qu'un artiste contemporain ou une artiste contemporaine se poserait avant de faire une œuvre aujourd'hui. Il y a vraiment un processus créatif avec une sensibilité, une recherche d'effets qui peut apparenter ces œuvres à de l'art. Autre chose que j'ai oublié de dire, et qu'on voyait notamment dans certaines peintures et dessins de Chauvet, c'est le fait de montrer des têtes d'équidés, par exemple, donc de chevaux, de différentes façons. Donc il y a plusieurs têtes qui sont collées ensemble,
c'est justement pour montrer les différents mouvements. Donc créer cette impression de mouvement, c'était aussi une préoccupation qui était vraiment très vive pour nombre d'artistes de cette époque. Et en plus de la perspective, cette envie de créer du mouvement, en plus de la profondeur, etc., démontre aussi un début de recherche et de réflexion là-dessus qui va être arrivé après jusqu'à Muybridge et les chronophotographies, jusqu'au futurisme qui va aussi décomposer les mouvements, etc. Donc c'est des choses, des problématiques qui sont vraiment innées à notre pensée, notre sensibilité d'humain depuis très très longtemps. Est-ce que quelqu'un veut commenter un petit peu sur Pêche-Merle, sur les impressions, sur peut-être la frise des chevaux ponctués, madame ? Moi, je suis très admirative et très étonnée par la qualité de dessin de ces hommes et femmes préhistoriques. Parce que si vous essayez de dessiner un cheval, n'importe qui s'y met, ça ne va jamais atteindre cette qualité. Et ça, je trouve ça... Alors, est-ce qu'on faisait un tri entre les bons dessinateurs et les moins bons ou bien s'imposer et sur quoi s'était-il exercé avant Enfin, ça, c'est des questions qui restent étonnantes, je trouve. Exactement, c'est une très très bonne remarque. Je vous remercie. C'est vrai que en n'ayant aucune possibilité de prouver ces choses-là, on ne peut qu'imaginer. C'est pour ça que la préhistoire est aussi un terrain tellement fertile pour l'imagination et une période très inspirante aussi pour l'homme et la femme contemporains. Et ce côté de l'esquisse, l'entraînement, la formation même. Est-ce que, voilà, parce qu'il devait bien y avoir des aînés qui transmettaient aux plus jeunes, comment ça se passait, etc. Toutes ces questions-là, on n'a pas de réponse et on ne peut que spéculer. Et nous, tout ce qu'on voit finalement, c'est la trace et on n'a pas de témoignage de la souffrance, les doutes, les questionnements, les insécurités, enfin toutes ces choses-là qui nous incombent quand on fait de l'art, qu'on soit professionnel ou amateur, c'est clair. Et ça renforce la thèse qu'il s'agit d'art. Bien sûr. En tout cas, c'est mon avis, c'est clair. Ça renforce la thèse qu'il s'agit d'art et aussi la thèse qu'on n'est pas obligé d'être un homme civilisé avec une culture particulière pour pouvoir créer. Donc ça renforce en plus une thèse vraiment démocratique de la création artistique qui aujourd'hui n'est toujours pas admise complètement dans la société. Donc c'est quand même fou. On a évolué, mais pas tant finalement sur certains points, quoi. Donc, mais pouvoir démontrer ces choses-là, démontrer qu'on n'est pas obligé d'avoir un cortex cérébral développé comme nous l'avons nous, pour pouvoir créer, avoir une sensibilité, c'est des choses qui sont révolutionnaires parce que moi, ça permet aussi, vraiment dans ma pédagogie concrète d'enseignante en licence 1 à la fac, de décomplexer les étudiants et de leur dire mais attendez, vous n'êtes pas obligé d'avoir la technique académique suprême, le référencement culturel adapté pour faire quoi. Donc c'est des choses qui sont essentielles aussi, je pense. Il suffit de regarder les dessins d'enfants. Oui, exactement. Exactement. Sans culture a priori. Et en même temps, pour nuancer notre propos, des dessins qui seraient faits aujourd'hui comme ça sur du mur, qu'est-ce qu'on en penserait ? Parce que moi, ça me fait énormément penser au graffiti, qui est quand même quelque chose que j'étudie beaucoup et que je questionne beaucoup. C'est vrai que ce côté patrimonial, historique, avec cette valeur d'héritage, ça change quelque chose aussi. Ça ajoute un quota de magie, un quota de mystère, parce que finalement, c'est de l'art mural, donc c'est la même chose que le graffiti. Et à l'époque, il n'y avait pas de légal-illégal, on pouvait peindre où on voulait, c'était surtout où on pouvait. Donc du coup, ça pose la question aussi de quelle est la différence entre ça et de l'art mural contemporain. Mais ça vient aussi, il y a aussi cette question du beau, etc., qui sont un peu effacées par cette aura un peu mystérieuse du poids du passé et du on n'a aucune information sur le pourquoi, le comment, etc. Mais c'est intéressant. Nous, il faut aussi qu'on observe ça avec notre regard contemporain, occidental, etc. Donc, voilà, je vais passer à la dernière partie. Hop. Comme ça, on aura un petit peu le temps d'en discuter.
Alors là, moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de terminer avec ça, justement parce que j'ai absolument aucune connaissance de cet endroit. Je suis vraiment transparente avec vous. Comme quoi on peut avoir fait 8 années d'études en histoire de l'art et ne pas savoir certaines choses. D'ailleurs, c'est rassurant de ne pas savoir certaines choses. Enfin, il y a tellement de choses que je ne sais pas d'ailleurs, mais bon, c'est vraiment très très intéressant justement d'apprendre, et c'est pour ça que j'adore faire ces conférences ici, parce que j'apprends beaucoup et vous m'apprenez beaucoup aussi. Donc on parle ici d'une vallée qui est à cheval entre le Portugal et l'Espagne. Ça ressemble à peu près à ça, c'est assez étendu, mais une des vues, donc là sur le côté espagnol, c'est très très rural, reculé, assez abrupt. Et en fait, ce qui est complètement révolutionnaire dans ce site, c'est qu'on y trouve de l'art pariétal, donc ça reste de l'art rupestre, mais en extérieur. Parce qu'on voit bien que si ces grottes ont autant bien conservé ces œuvres, c'est parce qu'il y avait la bonne température, le peu de lumière, le fait qu'il n'y a eu quasiment aucune visite dans ces grottes pour la plupart d'entre elles avant leur découverte. Donc peu de dégâts, et donc voilà, cette conservation exceptionnelle, c'est quasiment comme un frigo. Et en même temps, là, on a des œuvres qui sont conservées aussi depuis des dizaines de milliers d'années, mais qui sont en extérieur. Donc, il y a l'érosion de la pluie, la pollution, etc. Et elles sont quand même encore là. Et alors, la raison pour laquelle elles sont aussi bien préservées, moi je trouve ça extrêmement drôle, c'est que justement on les voit très peu. On les voit très peu, donc elles n'ont pas pu être entre guillemets abîmées, puisque voilà, imaginez, vous vous retrouvez dans une vallée rurale comme ça, à moins de savoir qu'il y a vraiment des gravures rupestres, ou voilà, s'il n'y a pas de signalétique, enfin, c'est quelque chose qui est quasiment invisible. Je trouve que ça se voit bien ici. Et quand on dézoome un petit peu de l'image, c'est très intéressant sur le site internet de ces deux endroits. Vous avez un site, vous pouvez faire une visite à 360 degrés où vous pouvez vous balader dans la vallée. C'est assez chouette à faire, je vous le conseille. Mais quand vous ne zoomez pas, vous ne voyez rien. Donc c'est quand même assez fou. Donc voilà, ce qui est incroyable aussi, c'est qu'il y a 5000 représentations animales à Foz Coa, donc côté portugais, et environ 440 à Cega Verde, côté espagnol, gravées au cours de plusieurs millénaires. Donc elles sont situées aussi par zone géographique selon plusieurs dates. On peut voir que plus au nord, elles sont plus anciennes, plus au sud, plus récentes, etc. Les plus anciennes sont datées du Solutréen, donc vers moins 20 000, et les plus récentes vers moins 15 000, du Magdalénien. Ce que je trouve intéressant aussi, et ça vraiment c'est quelque chose je vais vous poser la question, vous demander votre avis là-dessus, c'est que la moitié environ des gravures qui sont retrouvées aujourd'hui sont figuratives, donc font vraiment référence au bestiaire de choses qui pouvaient être observées à l'époque, beaucoup de chevaux, des rhinocéros laineux, etc., etc. Mais l'autre moitié est abstraite. L'autre moitié est abstraite dans le sens où il y a beaucoup de signes géométriques, de choses dont on ne sait pas, voilà, de symboles. Alors il y en a certains où on a des idées, où on se doute que ce seraient peut-être des symboles qui représenteraient un certain type d'animal pour des logiques de comptage ou des choses comme ça. Mais il y a vraiment des symboles géométriques basiques dont on ne connaît pas la signification. Donc ça, je trouve que c'est passionnant que ce soit autant... ça représente quasiment la moitié de ces représentations-là. Donc, une petite anecdote intéressante sur le côté portugais. Donc, il y a eu le scandale de la Coa en 1995, où une entreprise privée projetait de construire un barrage en lien avec la municipalité portugaise du lieu. Et malgré les résistances, les manifestations, etc., le projet a failli être mené à bout et donc aurait fortement mis en danger du coup tout ce site.
Et en 1995, il y a eu un changement de majorité politique qui a complètement arrêté ce projet. Donc pour vous dire que ces sites, même s'ils sont magnifiques, extrêmement anciens, etc., sont aussi précarisés. Et pour la plupart d'entre eux, je ne parle pas de Chauvet qui est un peu la superstar, mais pour la plupart d'entre eux, notamment des grottes plus petites dans les Pyrénées, etc., il y a quand même des enjeux importants de préservation encore aujourd'hui. En 2010, ce site a été déclaré patrimoine mondial de l'UNESCO. Et justement, quand je vous parlais tout à l'heure de la combinaison entre gravure et peinture, dans ce site portugais et espagnol, il y a exactement ce genre de choses qui ont été retrouvées. Je m'explique. Donc là, vous voyez bien qu'il y a une forme d'équidé qui est dessinée avec ces incisions dans la pierre, et des parties vraiment essentielles manquaient à certaines de ces formes. Et donc, en ayant en fait retrouvé sur place des traces de pigments avec des outils, etc., on a pu prouver que ces gravures avaient été aussi peintes. La peinture n'a pas tenu, vu l'aspect extérieur de la chose, mais c'était vraiment cette volonté de combiner les techniques pour des effets de contraste, de couleurs, etc., qui sont extrêmement intéressants. Vous voyez aussi différentes textures dans le trait. Donc ici, on voit bien que ce sont des petites incisions les unes à la suite des autres, alors qu'ici, il y a une fluidité du trait qui est plus importante, et on aurait tendance à dire que ça correspond à la technique du piquetage ou à la technique du rainurage, du raclage, qui va être avec une fluidité du geste plus importante. Une chose que je trouve intéressante aussi, et que ce site a permis de complètement révolutionner des idées qu'on se faisait sur l'art du paléolithique. Je cite deux auteurs, donc Monsieur Bahn, B-A-H-N, et Monsieur Sacchi, S-A-C-C-H-I. Je les épelle si jamais mes étudiants veulent aller se renseigner sur eux, comme je leur dis tout le temps qu'il faut se renseigner plus en profondeur sur les choses. Ces deux chercheurs, ils ont émis l'hypothèse que les figures gravées en plein air, donc gravées ou peintes en plein air, étaient peut-être encore plus nombreuses que celles du fond des grottes. C'est-à-dire que avant leur étude, qui est contemporaine à notre ère, de ces deux chercheurs, on avait vraiment cette idée quasiment certaine, sûre, enfin, c'était presque un paradigme scientifique, donc vraiment une vérité incritiquable, on va dire, que l'essentiel de l'art préhistorique se trouvait forcément dans les grottes. Le fait d'avoir découvert ce site en extérieur, avec autant de masse vraiment de représentation, a permis de complètement remettre en question cette vision-là de l'art préhistorique, et de dire aussi, mais en fait non, l'art, il est présent aussi à l'extérieur, et ce qui a relancé énormément de fouilles sur toute la planète, et notamment les fouilles en Afrique, où Jean-Claude nous dit qu'on va bientôt trouver des choses qui seront datables de beaucoup, beaucoup plus anciens que moins 50 000, et qui démontrent bien que l'art était en fait présent partout, en extérieur comme en intérieur. Là où allait l'homme, en fait, il y avait de l'art, et je pense que ça, c'est une belle conclusion. Voilà. Si vous avez des commentaires ou des questions sur Siega Verde, Fočkoa, ou sur l'ensemble de la conférence, je peux essayer d'y répondre en tant que non-experte. En tout cas, j'espère que j'ai réussi à vous transmettre mon enthousiasme pour ce sujet, que je découvre quasiment en même temps que vous, et qui permet vraiment, je trouve, de comprendre beaucoup de choses sur les sensibilités artistiques des artistes et des regardeurs aussi, avec ce lien vraiment constant entre l'image et la personne qui la regarde, et qui va aussi nous permettre de vraiment créer ce lien fort avec le reste des choses que nous allons analyser, en se disant que voilà, ça vient de là. Et ce que je trouve aussi extrêmement intéressant par rapport à ce côté démocratique de la création artistique, qui se cristallise dans cette différence, enfin dans le côté... parce que ça a été longtemps un paradigme scientifique de dire que les Néandertaliens ne pouvaient pas créer. Et c'est une vision qui est très réductrice,
voire raciste, parce que ça impliquait aussi que les personnes qui n'étaient pas constituées comme l'homme européen avec ce cortex d'Homo sapiens, etc., étaient inférieures aux autres, ce qui est évidemment faux, et on sait aujourd'hui très bien que ça n'a aucune implication, aucun effet sur le fait de créer ou non, d'avoir des capacités cognitives plus ou moins développées, sinon l'art des personnes en Asie psychiatrique ne serait jamais considéré, alors qu'il l'est justement, et il a inspiré toute une partie des avant-gardes du XXe siècle. Je prends vos remarques, vos ressentis, vos sensations, vos impressions, vos questions. Et j'espère que ça vous a intéressé et plu. Je ne sais pas où est le micro. Voilà, super. Allez-y. Je suis très étonnée qu'il n'y ait que des représentations d'animaux. Aucun végétal, aucun humain. Oui, c'est ça. Il y a très très peu de représentations humaines. C'est vrai. Il y en a quand même. Il y en a quand même quelques-unes. Et notamment, il me semble... à Chauvet, il y a des représentations très rares, c'est-à-dire des représentations de la partie inférieure du corps de la femme. Parce que c'est vraiment ça qu'on retrouve quasiment jamais dans l'art pariétal. Après, pour les végétaux, c'est une excellente question. En plus, moi qui travaille sur le végétal, j'avoue ne pas savoir vous répondre. Mais c'est vrai que l'ensemble, enfin la grande majorité des choses que j'ai pu constater en faisant ces recherches, et donc dans ces trois lieux, et je pense qu'à Lascaux c'est pareil aussi, c'est en tout cas beaucoup constitué par le bestiaire animal. Et c'est intéressant de se poser cette question aussi là du sujet. Pourquoi les animaux? Pourquoi représenter ces animaux-là? On a pu faire le lien entre le fait que ces animaux existaient vraiment à la même époque que leur représentation et qu'ils ont été vus par les yeux des artistes. Mais c'est une question qui a aussi été posée à un certain moment donné. Est-ce qu'il n'y a pas des représentations qui ont été faites parce que les anciens racontaient sur des espèces qui n'existaient plus ou qui n'étaient que rarement visibles, etc. Mais pour les représentations humaines, c'est sûr que c'est des choses qui vont arriver un petit peu plus tard. Voilà. Mais à Pêche-Merle, justement, il y a des formes qui n'ont pas été... À Pêche-Merle, justement, il y a des représentations abstraites, entre guillemets, et les chercheurs se posent la question de savoir si ça ne représentait pas, de manière peut-être un peu abstraite ou symbolique, donc des personnages. À Pêche-Merle, il y a cette question qui est un petit peu en suspens, c'est-à-dire de formes qui n'ont pas été vraiment définies, enfin, comprises. Identifiées, oui. Identifiées, voilà, c'est ça. Complètement. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou questions ou ressentis, je crois, au fond, au dernier rang? Je ne trouvais pas sur d'autres supports que la recherche. Oui, je me posais la question en regardant et en vous écoutant sur la possibilité d'identifier des groupes de peintres différents qui sont intervenus dans ces grottes. Et je pensais notamment aux gens qui ont reproduit la grotte Chauvet. Est-ce qu'à travers les mouvements, est-ce qu'à travers les techniques, il aurait été possible de dire qu'il y avait sur un groupe, par exemple, plusieurs intervenants ou un seul, ou dans la grotte, s'il y avait plusieurs intervenants, voilà. Excellente question à laquelle je n'ai pas de réponse non plus. Ça me fait penser aussi à la volonté, au besoin qu'a l'homme de tout le temps classer les choses et les mettre dans des boîtes. Et on aurait pu se poser aussi la question de est-ce qu'il y a eu des diversités stylistiques par rapport aux époques, aux zones géographiques, etc. Je pense que c'est aussi très lié aux innovations techniques des outils, aux usages de certaines techniques ou non. Et en fait, la seule chose que je peux vous dire avec certitude, ce que j'ai pu lire là-dessus, et ce qui a pu être avéré et prouvé, c'est que l'utilisation de certaines couleurs et certains pigments était vraiment reliée à la zone géographique d'appartenance
des artistes, et notamment la conservation de certaines peintures plutôt que d'autres s'explique aussi par cette présence-là de pigments plus spécifiques ou moins spécifiques, et de liants. Voilà. Donc dans des zones où il y a par exemple peu d'ocre, ou peu de... Voilà, il y aurait eu moins de... Et c'est ce qui explique aussi pourquoi dans les Pyrénées, dans l'Espagne, dans le sud de la France, qui sont des régions riches justement en minéraux et en ressources naturelles de manière plus globale, il y a eu plus de traces et une meilleure conservation. Je voulais juste revenir, parce que je viens d'y penser, au lien avec l'art contemporain. C'est intéressant que vous l'ayez relevé, parce qu'il y a beaucoup d'expositions qui ont été faites avec des commissariats spécifiques, donc des choix d'œuvres spécifiques, sur justement des liens, des confrontations entre artistes contemporains et œuvres préhistoriques. Et c'est intéressant ce regard un peu oblique à travers l'histoire de l'art, où on va essayer de confronter vraiment ces formes d'expression, et vraiment essayer de s'axer sur qu'est-ce qui a été, de s'interroger sur ce qui a été la volonté vraiment d'expressivité, d'exprimer quelque chose avec le trait du dessin. Et le fait d'avoir cette propension à vouloir faire des parallèles, même nous, quand on entre dans une grotte, vous en parliez tout à l'heure, et qu'on fait le rapprochement avec la pratique contemporaine, est-ce que c'est une manière pour nous de s'identifier à cet ancêtre lointain? Est-ce que de toute façon on compare qu'avec ce qu'on connaît, puisque c'est ce qui nous est le plus proche, l'art contemporain, mais cette manière ces expositions-là qui vont confronter ces formes d'art si éloignées, je les trouve aussi intéressantes. Après, il faut voir la manière dont c'est amené et posé, mais ça laisse libre cours toujours. De toute façon, le fait de confronter deux formes d'art différentes va créer aussi des réflexions, des inspirations différentes. Et c'est quelque chose qui est intéressant, voilà, de vraiment sortir de son cadre historique pour se confronter à une autre époque. D'autres questions ou remarques? Est-ce qu'il représentait les étoiles, le cosmos un peu? Alors, il n'y a pas de représentation connue, ou en tout cas que je connaisse, du cosmos et des étoiles. C'est une très très bonne question, et je ferai des recherches supplémentaires là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Pourquoi représenter seulement ce qu'on voit devant ses yeux, et est-ce que... Alors ça peut être lié aussi, je fais une supposition, au côté mystique de la représentation picturale, et de se dire peut-être que représenter des choses qu'on ne voit pas, qui sont loin de nous, qui sont abstraites, en fait, puisque le cosmos, pour le représenter, après, je ne sais pas, les étendues de points tamponnés comme ça, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça peut être une représentation du cosmos, du ciel étoilé? C'est une possibilité. Mais en tout cas, par rapport au lien avec le chamanisme, le fait de vraiment représenter des choses qu'on puisse voir avec ses yeux, qu'on puisse chasser éventuellement, avec laquelle on puisse avoir un lien, c'est vrai que ça institue un dialogue vraiment plus proche avec des autres êtres vivants qu'on voit, qu'on mange, mais avec lesquels on ne peut pas communiquer. C'est une piste. Oui, nous voyons aujourd'hui ces œuvres comme une œuvre d'art. Est-ce que les personnes qui les réalisaient à l'époque les faisaient dans le même esprit, ou les faisaient pour laisser un message à ses contemporains sur ce qu'ils avaient vu ou travaillé? C'est une excellente question, et elle reste sans réponse fixe aujourd'hui. Il y a plusieurs théories, et je pense quand même qu'on peut dire que... En fait, ça dépend, parce que les formes... il y a quand même une grosse différence. Si vous regardez juste des motifs géométriques, comme des entailles à rythme régulier sur une paroi, ou, je sais pas moi, des triangles qui seraient disposés d'une certaine façon, etc., ça va être différent qu'une peinture de tout un troupeau d'équidés ou de bovins, travailler avec, je sais pas moi, des contrastes plus importants, etc. Ça va vouloir peut-être aussi dire d'autres choses. De toute façon, c'est des œuvres qui ont été faites par des personnes différentes, à des époques différentes. Il y a des écarts de 10 000 ans, ou de 20 000 ans, ou de 30 000 ans, ou parfois même de 40 000 ans. Donc c'est pas possible de donner une réponse unique, et de toute façon, on ne peut pas prouver ces choses-là. Après, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit pendant la conférence, il y a quand même ce constat qu'on fait de ces réflexions artistiques, ces démarches de recherche, de mimésis, donc de ressembler à la réalité,
de créer des effets, des contrastes, d'avoir des motifs différents, des petits traits, des petits points, des contrastes entre une grande partie qui est très noire et une partie qui est laissée vide, plus claire. Donc il y a quand même des réflexions qui font penser à ce que nous on pense quand on fait de l'art aujourd'hui, c'est-à-dire on a une idée, on essaie de s'intéresser à différents rendus, on essaie de travailler différents gestes, voir les effets que ces gestes ont sur notre support qui est donc la paroi, utiliser différents pigments, différents outils pour voir ce que ça rend, etc., etc. Donc il y a une pensée artistique dans la démarche. Après, pour ce qui est du sens, pour ce qui est du message qui veut être... quel message ces personnes-là voulaient-elles faire passer, ça reste mystérieux. Mais justement, les théories de Jean-Claude avec le chamanisme sont très intéressantes pour ça, parce qu'elles font vraiment appel à cette charge sémantique, en plus du fait de juste faire de l'art, qui dirait qu'il y aurait une espèce d'interaction entre ce qui est dessiné sur la paroi et la personne qui regarde, avec un échange dans une transe, donc vraiment dans quelque chose relié au divin, au sacré. On ne sait même pas si on peut l'appeler comme ça en fait. Mais en tout cas, à un espace mental dans le cerveau qui est hors de juste survivre, manger, dormir. Donc dans tous les cas, il y a une sensibilité esthétique. Donc selon moi, on peut dire oui que c'était des artistes et que c'est de l'art. Mais c'est pas une réponse universelle. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions après, merci beaucoup en tout cas pour vos réactions. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous avez des choses à me recommander, des documentaires à voir, des livres à lire, ou si vous avez des questions, ou si vous voulez continuer d'échanger. Et puis sinon, on se retrouve la prochaine fois, donc le 16 novembre. Voilà, merci beaucoup.